Allons-y, équité algorithmique pour la prise de décision. Je vais prendre le temps de me présenter. Je pense que c'est important parce que faut comprendre dans quel contexte cette réflexion-là s'inscrit. Pour la comprendre, il faut comprendre ses limites aussi. Je suis scientifique de données. Ça a déjà été présenté. Mon expérience aussi a déjà été présentée, donc je reviendrai pas trop là-dessus. Le bout que je veux souligner, c'est que moi, j'arrive d'une formation qui est plus technique, plus mathématique, d'accord? Donc, je vais vous parler de mathématiques et de philosophie, mais il faut garder en tête que à la base, je suis plus une mathématicienne. Donc, ça fait partie des choses qui me stressaient un peu en venant présenter. Initialement, je pensais venir présenter essentiellement des programmeurs, des statisticiens, euh, et des actuaires. Mais finalement, je vois dans la salle quelques personnes qui ont des bagages plus en philosophie. Donc, je me dis, est-ce que je vais me faire juger sur certains, sur certains propos que je vais raconter? Donc, c'est un petit peu stressant là, de faire cet exercice-là, d'essayer de faire le lien entre deux disciplines quand on vient d'une des deux disciplines. Donc, il y a toujours un inconfort. Je me mets dans la même position en faisant ça que parfois quand vous entendez, quand un statisticien se présente devant un sociologue qui présente ses résultats de statistiques, ben, il se sent pas super confortable, tu sais, parce qu'il a peur d'être critiqué. Ben, je me sens comme ça présentement. Donc, je suis dans cette posture-là présentement. Je viens présenter pas en tant que bénévole ici, pas en tant que chargée de cours, donc vraiment en tant que doctorante en sciences des données à HEC. Je dois aussi, pour mettre dans le contexte, là, vous parler de mes deux directeurs. J'ai Jean-François Plante. Jean-François Plante, c'est un vrai mathématicien. Il a fait son bac en maths ici. Il a fait son doc à UBC en maths aussi. Donc, c'est vraiment un mathématicien. Et ma co-directrice, c'est Joé Martineau et elle est éthicienne. Donc, on a essayé de mettre ensemble une éthicienne et un mathématicien pour essayer de travailler sur ces questions-là. Alors, euh, Allons-y, là, ça suffit la présentation. On va tomber dans l'éthique de l'intelligence, dans le sujet de la conversation comme tel. Donc, je vais quand même continuer à essayer de vous situer un peu. OK? En éthique de l'intelligence artificielle, il y a différents grands principes. Ici, ceux que j'ai repris, c'est ceux de la Déclaration de Montréal. D'accord? C'est un exercice qui a eu lieu autour de 2018 environ, où on a sorti plein de grands principes concernant l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs travaux qui ont eu lieu là, sur les principes en éthique de l'intelligence artificielle. Tu sais, il y a quand même un certain consensus, OK? C'est pas nommé de la même façon partout exactement, c'est pas regroupé de la même façon, mais il y a quand même un certain consensus sur les grands principes. Ils peuvent différer un peu, là, mais en gros, ceux-ci, la Déclaration de Montréal, sont quand même intéressants. Et de toute façon, dans tous les travaux qu'on a vus sur les grands principes en éthique de l'intelligence artificielle, il y a toujours la notion d'équité qui revient. D'accord? Et c'est vraiment sur ce volet-là que je vais parler aujourd'hui. D'accord? Je ne couvre pas les autres principes, donc je parle plus spécifiquement de l'équité. Mais en parlant d'équité, vous allez voir qu'on n'a pas trop le choix de parler aussi de un peu de solidarité, d'inclusion et de participation démocratique. Mais on va couvrir ces éléments-là un peu par la bande, plus en lien avec la notion d'équité. Premier élément de cadrage là, pour parler de la portée de ce que j'ai fait. Le deuxième élément de cadrage, c'est que je me concentre sur les modèles qui aident à la décision. OK? Donc, je me suis pas intéressée dans ma thèse. De toute façon, j'aurais pas pu parce que ChatGPT n'existait pas, mais je me suis pas intéressée aux questions de discrimination, par exemple, quand on fait rédiger un texte par ChatGPT ou des choses comme ça. OK? Je me suis concentrée, ni même sur tu sais, des problèmes de reconnaissance faciale ou des choses comme ça. Je me suis vraiment concentrée sur les modèles où les cas où on utilise un algorithme, puis là, j'ai parlé de modèles, là, on pourrait parler d'intelligence artificielle, on pourrait parler d'algorithme, on pourrait parler de méthodes statistiques, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais ce sont des modèles essentiellement mathématiques ou statistiques qui nous aident à prendre une décision. Donc, on va utiliser ce type de modèle-là dans différents secteurs, notamment en emploi, donc pour la sélection,
Par exemple, la sélection de candidats pour donner des promotions. On peut utiliser ce type de modèle-là pour l'admission à l'université. Dans le secteur de l'assurance, qui est le secteur dans lequel j'ai travaillé, bien que ma thèse ne porte pas sur l'assurance, mais c'est le secteur que je connais le mieux, c'est utilisé à plusieurs endroits, notamment au niveau de la sélection des risques. Ça peut être utilisé aussi pour l'octroi de crédit comme type de modèle. Et puis, on a vu des cas même dans le système de justice. Et là, il pourrait y en avoir d'autres. Là, ce sont quelques exemples de cas qu'on a vus. Alors, dans le système de justice, je vais partir de l'exemple de Compass. C'est vraiment connu comme cas. Donc, c'est un cas où il y a un algorithme qui avait été créé initialement pour aider dans les prisons, pour aider à identifier les personnes qui, qui avaient le plus de chances de récidiver. Donc, l'idée initialement du modèle, donc le statisticien ou le scientifique de données qui a fait le modèle, il a fait ça pour aider à prendre la décision d'accompagner ou pas un prisonnier pour diminuer ses risques de récidive. OK? Le modèle avait été conçu pour ça. Après ça, le modèle a été utilisé dans le système de justice pour, au moment de décider si on accordait une libération conditionnelle ou pas. Donc, le modèle a été utilisé pour dire, ben toi, tu as des chances de récidiver, donc je conclus que ben on te renvoie en prison, on ne te laisse pas sortir. Donc, il a été utilisé de cette façon-là par les juges et je pense qu'il est encore utilisé comme ça. Et là, ça pose problème. Ça a beaucoup posé problème. C'est sorti dans ProPublica. Vous pourrez aller lire l'article si vous ne l'avez pas vu, il est assez intéressant, mais il y a eu toutes sortes de discussions autour de ça, à savoir est-ce que ce modèle-là est discriminatoire ou non? OK? Et sur cette question-là, les gens qui ont une perspective un peu mathématique ou statistique de la question, se sont mis à regarder la performance de cet algorithme-là. Donc, c'est ça qu'il faut regarder pour déterminer si, il était discriminatoire ou pas. Donc là, dans l'article de ProPublica, il y a plein d'exemples. Là. Ils ont fait un peu de cherry picking. Là. Ils ont choisi des exemples extrêmes, qui dans un journal, font réagir les gens, disons, là. Mais au-delà de ça, les métriques, l'analyse, la performance du modèle nous fait réfléchir un peu. Donc, si vous regardez la première partie du graphique qui est présenté ici, là, où on a le taux de récidive, ben, vous voyez que en partant, dans le jeu de données, du moins, chez les Caucasiens, ça, c'est la valeur qui était dans le jeu de données. Donc, chez les Caucasiens, on a un taux de récidive de 42 et de 55 chez les Afro-Américains. Dès cette étape-là, on peut commencer à se poser une question, OK? Est-ce que c'est exact, ça? Donc, dès qu'on voit ça, on peut se poser la question, est-ce que cette mesure-là qu'on avait dans notre jeu de données, donc est-ce que notre Y, si on veut, est-ce qu'il était vraiment fiable? Parce que là, ce qu'on mesure ici, on a considéré que notre Y ici mesurait le taux de récidive. Mais en réalité, c'est le nombre de personnes qui se sont fait prendre, qui ont été amenées en cours et qui ont été condamnées par le juge. OK? Donc, est-ce que c'est vraiment la récidive qu'on mesure ici? Non, on mesure le résultat de tout un processus. Ça te fait prendre, on a un biais de sélection, puis ça te fait condamner. OK? Donc, c'est possible, c'est plate, mais ça arrive encore. C'est possible que certains juges aient été racistes, puis que certaines personnes aient été condamnées à tort. Donc, même dans notre jeu de données, ce qu'on considère comme étant la vérité, c'est pas nécessairement la vérité. OK? Donc, il peut y avoir des biais en partant tout de suite là. Mais mettons qu'on oublie ça. Mettons que le monde est beau et le monde est parfait, puis il n'y en a plus, la discrimination dans le monde, c'est terminé. Bien, malgré ça, regardez comment le modèle se comportait au niveau du taux de récidive prédit. Il y avait 55 de récidive dans l'échantillon chez les Afro-Américains, puis on en prédisait 49 OK, on en prédit un petit peu moins, c'est pas si pire, mais regardez l'écart au niveau des Caucasiens. Donc, au niveau des Caucasiens, il y en avait 42 et on en prédisait 25 seulement. OK? Donc, on voit que le modèle, il ne prédit pas de la même façon des deux côtés. Ce que les gens se sont dit, donc un réflexe un peu de statisticien, c'est de regarder le taux d'erreur.
Si on regarde le taux d'erreur dans les deux groupes, c'est la même chose. OK? 34 et 36, là, c'est même pas significatif comme écart. C'est vrai que le taux d'erreur est à peu près le même dans les deux groupes. Et c'est souvent ce qu'on cherche à faire quand on programme quelque chose, hein? Minimiser le taux d'erreur. Puis on regarde souvent ça comme métrique, le taux d'erreur. C'est souvent la métrique sur laquelle on se concentre quand on fait nos modèles. Donc, le problème ici, c'est pas tant le taux d'erreur, puis regardez les autres portions du graphique, c'est comment l'erreur se répartit. D'accord? C'est le sens de l'erreur. Donc, vous voyez le taux de faux positif. Donc, quand on mesure un taux de faux positif, on conditionne sur la vraie valeur. D'accord? C'est une mesure de l'erreur qui conditionne sur la vraie valeur. Donc, ici, parmi les personnes qui n'avaient pas récidivé, donc chez les Blancs, on en prédisait 14 qui avaient récidivé, mais à tort. Chez les Noirs, le double, donc 33. D'accord? Donc, vous voyez, là, l'erreur, elle ne se répartit pas de la même façon. Puis c'est un peu tannant quand même de se faire considérer comme récidiviste à tort 2 fois plus souvent que dans l'autre groupe. Évidemment, ben, les taux de faux négatifs, ça se répartit différemment, tu sais, parce que vu que l'erreur est la même, ben, la répartition est différente. Puis on se retrouve avec plus de faux négatifs chez les Caucasiens. Donc, ça veut dire que chez les Caucasiens, parmi ceux qui allaient récidiver, il y en a 60 qu'on a renvoyés dans la rue puis qui ont continué à commettre des crimes finalement, là. 38 chez les Afro-Américains. Donc, ici, vous voyez qu'on a mesuré l'erreur en conditionnant sur la vraie valeur. Puis là, on commence à voir que ça se comporte peut-être pas exactement comme on le voudrait. Donc, à voir ça, les gens se sont mis à crier, ben, tu sais, il y a de la discrimination dans ce modèle-là. Et là, il y a d'autres personnes qui ont répondu, et là, il y avait toutes sortes de discussions vraiment intéressantes, là, ceux qui ont suivi les articles scientifiques qui sont sortis sur le sujet. Mais les gens s'obstinent un peu. Et là, il y a des gens qui ont dit non, 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 quand on mesure ce genre de choses-là, il ne faut pas conditionner sur la vraie valeur, mais conditionner sur la valeur prédite. Et c'est le taux de fausses découvertes. Donc, quand on conditionne sur la valeur prédite, on regarde parmi les personnes qu'on a prédit comme étant récidivistes, qu'on a prédit comme, ici c'est fausses découvertes, donc parmi les personnes qu'on a prédit comme étant pas récidivistes, fausses découvertes, ouais, c'est ça. Donc, il y en a combien qui étaient des récidivistes en fait? Et là, les gens disent, ben là, c'est pareil dans les deux groupes, donc non, mon modèle n'est pas discriminatoire. OK? Donc, vous voyez que ça dépend vraiment comment on le mesure puis quelle métrique on se donne pour le mesurer. Alors, en tant que statisticien, mathématicien, programmeur, informaticien, peu importe de quel secteur vous venez, on s'est mis à sortir plein de métriques et puis à faire plein de choses avec des formules mathématiques assez compliquées. Donc, on s'est dit, il faut atteindre l'égalité du taux d'erreur, l'égalité du nombre de faux positifs, puis là, les égalités selon si on conditionne sur la vraie valeur ou l'égalité si on conditionne sur la valeur prédite. On a aussi, il y a Dwork qui a présenté ça sous forme d'une condition de Lipschitz que j'ai été trop paresseuse pour mettre ici, mais ça a rajouté une autre formule assez compliquée. Il y a des gens qui l'abordent sous l'angle de l'équité contrefactuelle. Donc, puis il y a toutes sortes d'approches par rapport à ça. Et puis, Julien, un étudiant qui est dirigé par Richard Coury, m'en sortait une autre tout à l'heure où il y a quelqu'un qui essaye de faire des preuves on sort de la zone d'équité ou pas avec des systèmes de preuves formels. Bref, on a cherché toutes sortes de façons compliquées d'essayer de mesurer ça. Et puis, toutes ces façons-là peuvent se justifier d'une certaine façon. Et puis, elles sont toutes incompatibles entre elles. OK? Puis ça, c'est le bout qui est quand même intéressant. On ne peut pas toutes les atteindre en même temps. Et ça, c'est pas une opinion, OK? C'est une preuve qui a été faite. C'est pas possible d'atteindre tout ça en même temps, sauf dans certaines conditions là, vraiment trop simples pour arriver pour vrai. Donc, on s'est un peu perdu là-dedans du côté des stats et de l'informatique. On s'est aussi intéressé à la question des données biaisées. Donc, on s'est dit, ah, ben, il y a peut-être des biais dans les données. On a des échantillons insuffisants, on pourrait avoir un biais de sélection. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le cas de Compass. Il y a quand même des chances qu'il y ait un biais de sélection. On pourrait avoir un biais de mesure. Dans le cas de Compass, on avait un biais de mesure parce que
la variable Y qu'on avait, la variable qu'on cherchait à prédire, était mesurée avec une certaine erreur qui était probablement reliée à l'origine ethnique. Donc, bref, on avait un biais de mesure, on avait la présence de variables confondantes. Donc, on s'est mis à regarder ça de ce côté-là, puis à essayer de se dire, ah ben, on va essayer de trouver des solutions en enlevant les biais dans les données. Donc, on a travaillé, euh, on a travaillé très, très fort là-dessus, mais on est un peu, puis tu sais, faut pas se juger, là, tu sais, les efforts qu'on a faits par rapport à ça dans notre discipline sont louables, d'accord? Puis ils vont servir à quelque chose. Mais on est quand même un peu, dans plusieurs éléments que j'ai vus dans la littérature scientifique, on est quand même un peu passé à côté de certains éléments. Donc, ici, je vais commencer par vous parler de la confusion autour de la notion de biais qu'on remarque dans la plupart des présentations, dans la plupart des présentations de nature statistique, mathématique ou informatique, mais je le vois même dans des articles qui proviennent plus du droit ou de d'autres secteurs qui se rapprochent plus des sciences humaines, cette confusion-là. Donc, il y a la question de biais cognitif. OK? Puis tous les termes que j'ai mis là dans les articles, tout le monde appelle ça biais. D'accord? Donc, on utilise le mot biais pour parler de tous ces termes-là qui ont des significations différentes. Donc, un biais cognitif, c'est plus une erreur de raisonnement qui est inconscient. Donc, il y a différents types de biais cognitifs. Là, je m'étais préparé une liste, mais j'ai pas de. il n'y a comme pas un mode présentateur là, qui me permet de voir mes notes. Fait que j'en ai pas qui me viennent en tête, mais tu sais, il y a le biais de confirmation, par exemple. Puis tu sais, il y a toutes sortes de biais tu sais, qui se passent dans notre cerveau, qui sont pas nécessairement toujours mauvais, là, qui nous permettent de prendre une décision plus rapidement dans certains cas. Donc, c'est pas nécessairement mauvais. Donc, il y a ça. Et il y a le biais statistique. OK? Le biais statistique, c'est un écart systématique par rapport à une vraie valeur. D'accord? Donc, c'est l'espérance de la vraie valeur du paramètre moins l'estimation qu'on donne du paramètre. Donc, ça, c'est un biais qui est statistique. Ensuite, il y a une notion de stéréotype. Stéréotype, c'est un ensemble de caractéristiques attribuées à un groupe. Un stéréotype, ça peut être vrai, puis ça peut être faux aussi. OK? Donc, un stéréotype, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Puis, la plupart du temps, quand on fait des modèles, c'est un peu ça qu'on fait, c'est chercher des stéréotypes. Donc, créer des groupes, puis leur attribuer des caractéristiques communes. C'est pas mal ça qu'on fait dans notre travail, là. Il faut se le dire, mais c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Là où ça devient mauvais, c'est quand on rentre dans le préjugé. Donc, le préjugé, c'est oui, il y a un stéréotype, mais il y a une charge émotionnelle en arrière de ça aussi qui est souvent négative. Donc, c'est d'attribuer des caractéristiques à un groupe, mais d'y accorder quelque chose de négatif un peu. Puis, on rentre dans la discrimination quand, après ça, il y a des actions qui sont posées en lien avec ces stéréotypes ou ces préjugés-là. Donc, vous voyez que c'est quand même assez différent, là, tu sais, la discrimination, stéréotypes, préjugés, biais cognitifs, puis biais statistiques, c'est des notions assez différentes. Puis vous regarderez quand on lit des articles là, sur le algorithmic fairness, les gens corrigent un biais statistique et concluent à la fin qu'ils ont réglé un problème de discrimination. OK? Ça se passe souvent dans les articles comme ça. Donc, on commence en cernant le problème en parlant de discrimination. Dans le reste de l'article, on corrige un biais statistique et puis à la fin, on conclut qu'on a réglé un problème de discrimination. Donc, il y a une espèce de glissement là où il faut faire attention quand on travaille là-dessus. Euh, Ceci dit, c'est possible que le biais statistique soit la source de la discrimination. Ça se peut, OK, mais ce n'est pas nécessairement le cas. D'accord? OK. Et c'est là que je vais commencer à parler de philosophie. Donc, c'est là que je commence à stresser un peu. Jusqu'à maintenant, j'étais vraiment dans mon... Oui, je te regarde depuis tantôt. J'étais vraiment dans mon champ d'expertise, là, dans l'endroit où j'étais le plus confortable. Et là, je sors un peu de ma zone de confort. Donc, je vais commencer par vous parler en lien un peu avec les biais dans les données de la loi de Hume ou Isard-Gap. Donc, le texte complet lui-même, je le trouve un peu trop compliqué, mais il y a un résumé en une phrase de ce texte-là de Raymond Houdon que je trouve qui illustre bien la chose. Donc, ça dit qu'on ne peut tirer une conclusion à l'impératif de prémices qui seraient toutes à l'indicatif. Alors, ce que ça veut dire, c'est que
C'est pas parce que c'est comme ça que ça devrait être comme ça. OK? Si on le reprend différemment. Et là, j'ai fait mon interprétation de la loi de Hume avec ma directrice de recherche, avec Joey, qui m'a un peu aidé à comprendre ça. Mais c'est mon interprétation pour nous, avec tous mes talents de graphisme. Donc, vous voyez en bas, OK? Les données qu'on utilise quand on construit un modèle, on le sait déjà que ces données-là ne sont pas parfaites. D'accord? Puis on peut essayer de les corriger. C'est bien d'essayer tu sais, les travaux qu'on fait pour essayer d'enlever les biais dans les données, c'est vraiment une bonne chose. Faut pas se dire que ça sert à rien de faire ça. C'est juste qu'il faut prendre conscience que, ben, même si on ramène les données utilisées qui sont imparfaites à quelque chose qui est vraiment proche du monde réel, même si on les ramenait à quelque chose de parfait, d'accord? C'est pas parce que c'est la réalité puis qu'on arrive à vraiment bien reproduire la réalité dans ce qu'on fait que c'est ça qu'on veut faire. OK? Puis ça fait mal pour les statisticiens. OK? Trouver la vérité, c'est pas nécessairement prendre la bonne décision. Alors, ce qui m'amène à la vraie question, c'est là qu'il faut se ramener. Si ce qu'on veut faire, c'est des modèles d'aide à la décision, qui prennent des décisions automatisées ou qui aident à la prise de décision, ben, ce qu'il faut se demander, c'est pas c'est quoi la vérité, mais c'est quoi la bonne décision à prendre. OK? Puis c'est quand même un changement de façon de penser. Je vois Camille rigoler, mais oui, c'est vraiment un changement de façon de penser pour quand on fait un modèle. Donc, je me suis posé cette question-là, justement, au début de ma thèse. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, ben, tu sais, si on se pose la question sur c'est quoi la bonne chose à faire, ben, pour moi, il fallait revenir aux bases de la philosophie. Euh, Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment cherché très, très fort quelqu'un, un philosophe ou une éthicienne pour m'accompagner. C'est là que Joey s'est joint à nous. Donc, en éthique, là, il y a comme trois grandes familles de façons de voir justement c'est quoi la bonne décision ou c'est quoi la bonne chose à faire. Donc, il y a une approche qui est conséquentielle. Avant de raconter ça, je veux vous recommander, si jamais ça vous intéresse, là, il y a un livre qui a été écrit sur ça par Martin Gibert, qui est un philosophe à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Donc, Martin Gibert a écrit Faire la morale au robot, une introduction à l'éthique des algorithmes. Donc, si vous ne connaissez rien là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. J'aurais des recommandations à vous faire si vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, là, mais c'est assez intéressant. Puis je vous suggère de le lire. C'est vraiment facile, là, puis c'est quelques pages, OK? Je vous suggère de le lire. Mais faites attention en lisant parce que à certains endroits, si vous avez une formation en informatique ou en stats, vous allez accrocher. Tu sais. Vous allez vous dire, ah, non, c'est pas comme ça que ça marche ou ah, il n'a pas compris. Essayez de mettre ça de côté, OK? Mettez ça de côté, intéressez-vous à la réflexion en arrière de ça. Parce qu'il a essayé de faire ce que moi j'essaye de faire aussi, puis c'est vraiment inconfortable. Il s'est prononcé sur des choses qui ne sont pas tout à fait dans son domaine d'expertise, mais lui avec une perspective plus philosophique. Donc, allez lire ça. Et moi, je me lance dans ma façon en tout cas, de le concevoir ou de vous le présenter. Donc, dans les trois façons de voir ce qui est la bonne chose à faire, il y a une approche qui est conséquentialiste. Donc, dans cette approche-là, on va s'intéresser à c'est quoi la conséquence de ce qu'on est en train de faire pour se demander c'est quoi la bonne décision à prendre. OK? Et une des approches dans le conséquentialisme qui est la plus connue, c'est l'utilitarisme. Et ça, l'utilitarisme, je vous le dis, c'est notre approche préférée à nous, d'accord? Parce que dans l'utilitarisme, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut comme maximiser un bonheur global. Fait qu'à partir du moment où quelqu'un arrive à nous écrire une fonction d'utilité ou une fonction de perte, il nous reste juste à minimiser la fonction de perte qui est associée à ça. On est content, on a créé comme le modèle qui est parfait selon la perspective utilitariste. C'est vraiment le fun. OK, c'est le fun pour nous parce que, ben, moi, c'est facile, là, tu sais, minimiser une fonction de perte. OK, tu sais, il faut s'assurer qu'elle respecte quelques critères, sinon l'algorithme va déraper un peu. Mais à part ça, on est pas mal tous capables de faire ça. Fait que c'est le bout qui est facile. Le problème, ce que ça nous dit pas, cette affaire-là,
c'est quoi cette fonction de perte-là qui est l'idéal, finalement? On n'est pas capable de la définir. Puis, je pense un des éléments qui a un peu, tu sais, souvent dans l'utilitarisme, on associe ça à maximiser un profit, OK? Tu sais, je pense personnellement qu'on pourrait essayer de maximiser autre chose qu'un profit, puis on pourrait se définir des fonctions de perte un peu différemment de ça. On serait capable d'être un petit peu plus créatif par rapport à ça. Mais tu sais, je pense pas qu'on va y arriver parfaitement. Donc, ça, c'est une des approches. Le déontologisme, maintenant. Le déontologisme, lui, suppose plus, et là, je suis pas contente de ne pas avoir mes notes parce que j'aurais voulu vous lire en détail là, ce que ça raconte, mais le déontologisme, lui, il suppose qu'il existe des espèces de règles universelles qui s'appliquent à tous en tout temps. Mais du moins, la version de Kant de ça, c'est un peu ça l'idée. Donc, il y aurait des règles universelles qui s'appliquent toujours, tout le temps. C'est un peu difficile à penser dans le contexte de la conception d'un algorithme. Vous comprenez pourquoi on est plus à l'aise avec l'utilitarisme quand même, là, comme approche. Tu sais, s'il y avait des règles comme ça qui existaient tout le temps, au pire, on pourrait les coder en dur, là, mais c'est pas si facile que ça à imaginer. Mais il faut quand même garder en tête cette notion-là que il y a quand même probablement des choses qui sont bien ou qui sont mal à la base, puis il faut quand même le garder un peu dans notre façon de le penser. Donc, c'est ça, il y a Kant qui a beaucoup réfléchi à cette question-là. Kant, j'ai essayé de le lire, OK? Et puis, si jamais vous avez l'impression que vu que vous comprenez les maths, puis que vous êtes capable de lire, mettons, Elements of Statistical Learning, puis de le comprendre au complet, puis que vous vous trouvez super intelligent, là, ben, essayez de lire Kant, OK? Ça va vous remettre, ça va vous remettre sur terre. Et j'avais pas super bien compris, j'avais essayé de rédiger quelque chose. Il a fallu que ma directrice de recherche rebrasse ça un peu parce que j'avais pas très bien compris l'idée. Donc, mais tu sais, pour la stimulation intellectuelle, là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Euh, Dernier morceau, ben, l'éthique de la vertu, qui dit en gros que, ben, mettons, l'algorithme qui ferait la bonne chose serait l'algorithme qui se comporterait comme quelqu'un de vertueux. OK, ben, c'est quoi ça, quelqu'un de vertueux? C'est un petit peu difficile à dire. Par contre, tu sais, il y a des gens, comme plus récemment, qui ont rapproché un peu l'éthique de la vertu avec la notion de ramener ça aux valeurs qui sont partagées par la société. Donc, il y a ce morceau-là aussi. Euh, alors là, je vous présente comme trois approches à laquelle on arrive à la conclusion que finalement, ça ne nous dit pas plus quoi faire. OK? Ça ne nous dit pas quoi faire. Donc là, vous pourriez vous dire, bon, ben, ça sert à rien la philosophie, les philosophes, on laisse faire ça, ça sert à rien. Ben, non, parce que ce que ça nous donne, c'est un cadre de questions à se poser quand on travaille, OK? Un cadre, un éventail de façons de voir un problème puis de se poser des questions autour de ça. Mais non, ça ne nous donne pas, malheureusement, une réponse. Je vais continuer avec parce que là, tu sais, ce que je vous raconte avec le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu, ça, c'est des vieilles affaires là, qui datent d'Aristote, Kant, puis Bentham, je pense, l'autre que j'avais mis. Mais il y a des gens, tu sais, plus récemment, qui ont continué à se poser des questions sur les bonnes choses à faire quand même. Et puis, je vais vous en présenter deux que j'ai étudiés plus en détail. Donc, le premier, c'est John Rawls. Donc, il a écrit ça, Justice as Fairness. Donc, lui, ce qu'il prône un petit peu plus, c'est l'égalitarisme. Donc, sa façon de penser met l'accent sur l'égalité des chances et les droits fondamentaux. Ce que je veux souligner ici, c'est que John Rawls, bien qu'il mettait vraiment l'accent sur l'idée que faut que ce soit égal pour tout le monde, ce qui est quand même une vision de ce qui est bien, qui est particulière, là. Mais même à ça, tu sais, ce qu'il racontait, c'est que ben, il peut y avoir des inégalités, mais il faut que ces inégalités-là soient au bénéfice des personnes qui sont les moins avantagées dans la société. Donc, même dans sa notion d'égalité, il y avait quand même une idée de, ben, tu sais, des fois, ceux qui ont plus de misère, il faut leur donner un coup de main, là. OK? Donc, ça, c'est John Rawls, un auteur vraiment intéressant. Puis,
ce qui est bien pour nous d'aller chercher ce genre de questionnement-là, c'est que ça nous force à faire une espèce de remise en question. Puis on lit ça, on lit Rawls, puis on dit, oh, wow, c'est vraiment la bonne façon de penser. C'est tellement bien argumenté, c'est tellement réfléchi. Donc, on finit de lire ça et on est convaincu que, ben voilà, c'est ça qui est la bonne chose à faire. Et là, après ça, on regarde d'autres auteurs qui, eux aussi, ont écrit des choses. Puis là, ici, tu sais, qui sont vraiment bien structurés, puis on lit ça, puis on se dit, oh wow, c'est ça la bonne chose à faire, mais ça ne fit pas avec ce que Rawls disait. Donc, on se retrouve à se remettre en question beaucoup à travers ça. Donc, la deuxième philosophe dont je vais vous parler, c'est Carol Gilligan, qui, elle, a sorti toute une argumentation, en fait, autour de l'éthique du care. Donc, ça aussi, c'est un petit livre, là. Ça, c'est un petit peu plus difficile à lire quand même que celui-là, là, si vous voulez commencer à vous intéresser à la philosophie. Je ne l'ai pas terminé d'ailleurs. Mais dans cette perspective-là, ce qui est bien, c'est tourner vers le souci fondamental du bien-être d'autrui. Donc, c'est de se pencher. C'est pas tant une question de tout le monde est égal, non, c'est une question de prendre soin de l'autre. OK? Donc, c'est quand même une perspective qui est un peu différente là, de celle de l'égalitarisme. Et dans sa façon de le voir, que je trouve vraiment intéressante, là, il y a vraiment un aspect, puis ça s'applique peut-être plus facilement en santé qu'en intelligence artificielle, mais quand même, il y a l'idée de prendre en compte des particularités de la situation. Tu sais, il y a quelque chose dans son approche qui dit, ben non, tu sais, c'est pas nécessairement universel, applicable à tous. Il y a des particularités dans certains cas. Donc, c'est souvent ces deux approches qui sont souvent perçues comme étant en opposition. Je les vois un peu comme complémentaires. Tu sais. On pourrait essayer d'utiliser les deux là, dans ce qu'on fait. OK, j'ai passé le bout stressant. J'ai parlé de philosophie. Euh, mais là, quand on regarde tout ça, on arrive à la fin avec, ben, tu sais, il y a plusieurs métriques. Si on a vu du point de vue mathématique, on a plusieurs métriques. Il n'y a personne qui s'entend sur c'est laquelle la bonne exactement, puis elles sont toutes incompatibles entre elles. Puis du point de vue philosophique, ben, il y a plusieurs approches aussi, puis à ma connaissance, il n'y a personne qui est arrivé à quelque chose d'unanime sur la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? OK? C'est quoi notre rôle, nous, là-dedans? Puis là, quand je parle de nous, évidemment, je m'adresse un petit peu plus à partir de maintenant, surtout là, ben, aux étudiants qui sont dans la salle, qui vont se retrouver sur le marché du travail bientôt, puis qui vont faire de ce type d'algorithme-là. Et puis, tu sais, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez faire des algorithmes comme ça, et puis, ben, la société s'est pas entendue sur ce qui est bien puis sur ce qui est mal encore, mais vous allez quand même faire ces algorithmes-là. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, je veux le préciser ici, j'ai orienté ma présentation sur qu'est-ce qu'un scientifique de données ou un professionnel qui serait en entreprise peut faire, pas sur c'est pas le discours que je présenterais à une entreprise qui dirait, moi, je veux faire de la valorisation responsable chez nous. Tu sais, je le présenterais différemment avec des recommandations qui seraient différentes. Là, je m'adresse vraiment à vous pour voir, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire comme votre petit morceau dans le bonheur de l'humanité. Donc, j'ai repris les étapes qu'on utilise souvent pour créer un modèle. Donc, c'est le CRISP-DM là, pour ceux qui ont déjà vu ça. Donc, étape 1, on va définir le besoin, préparer, explorer les données. Étape 3, exploration et modélisation. Étape 4, évaluation. Étape 5, déploiement et exploitation. Donc, c'est les étapes classiques pour faire un modèle. Et là, je vais vous parler à chaque étape, qu'est-ce que vous pouvez faire. OK? Bien, première étape, c'est de vous poser une question. C'est quoi l'impact? Si vous faites un modèle d'aide à la décision, c'est quoi l'impact de ce modèle-là sur la personne à la fin? C'est sûr que si vous faites un modèle pour envoyer de la pub, ça se peut que ce soit pas si grave que ça. OK? Mais si vous faites un modèle pour envoyer quelqu'un en prison ou pas, ben là, tu sais, peut-être qu'il faut essayer de travailler un petit peu plus fort. Donc, c'est le premier élément. Deuxièmement, envisager différents points de vue sur l'équité. Donc, essayez de reprendre les éléments que je vous ai montrés. Vous dire, OK, ben, tu sais, selon cette perspective-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, c'est quoi les problèmes? Donc, d'essayer de l'envisager sous différents angles.
Pour vous aider par rapport à ça, ben, il y a toujours l'idée de consulter les utilisateurs puis les personnes visées par la décision. Et c'est ici que je ramène un peu, là, je vous disais que je parlerais aussi un peu de participation démocratique. Ben, c'est ici que ça rentre un peu, là, tu sais, venir impliquer des gens pour aller chercher des points de vue différents. Donc, il faut vraiment s'ouvrir aux points de vue. Puis, dernier élément, ben, essayer d'identifier dès le départ, est-ce qu'il y a des populations vulnérables là-dedans? Puis des fois, là, par rapport aux populations vulnérables, vous pouvez prendre des décisions ou proposer des choses qui n'ont rien à voir avec l'algorithme. Par exemple, tu sais, vous pouvez faire un algorithme qui accélérerait la prise de décision pour quelque chose, mais il faut que ça se fasse en ligne. Il y a des populations qui n'ont pas accès à Internet. Ben, vous créez une ligne directe pour ces populations-là, puis ça vient comme aider ce type de groupe-là. Donc, tu sais, il y a des choses qui sont même pas de l'ordre d'un algorithme là, qu'on peut faire pour essayer d'atténuer, disons, les problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut essayer d'identifier les populations vulnérables ou défavorisées. Euh, Étape 2, ben, idéalement, au niveau de la préparation des données, collecter un échantillon sans biais. OK? Mais ça, c'est c'est- c'est peut-être un peu utopique, là. Mais quand même, si jamais vous avez l'occasion d'avoir un échantillon sans biais un jour dans vos données, ben faites-le, puis écrivez-moi pour me le dire, pour que je puisse donner un exemple de situation où quelqu'un réussit à faire ça. Euh, Sinon, ben vous pouvez tu sais, puis là, on a dit tout à l'heure que de corriger les biais, ça réglait pas nécessairement le problème, OK? Mais quand même, ça peut être une bonne chose, OK? Ça peut quand même aider de le faire, là. Donc, il faut quand même le faire. Donc, identifier puis corriger les biais. Donc, identifier les biais de sélection, les biais de mesure, les échantillons insuffisants. Puis là, tu sais, je rentre pas là-dedans ici, là, mais allez voir sur Google Scholar, tapez ces choses-là, puis il y a plein de monde qui ont essayé de trouver plein de solutions à ça. Puis là, ben, faut, tu sais, si vous comprenez un peu la solution puis le contexte, ben, vous allez être capable de choisir une méthode appropriée. Donc, c'est ça. Mais il faut être conscient qu'on n'est pas en train de complètement régler le problème nécessairement avec ça, mais quand même, on y contribue. OK? Euh, Étape 3, ben, au niveau de l'exploration puis de la modélisation, ben, choisir une fonction de perte appropriée. OK? Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être avoir discuté avec des gens, puis vous allez peut-être avoir réussi à conclure à, tu sais, qu'est-ce qui serait équitable dans ce contexte-là. Tu sais, on s'est déjà posé la question avec Mario, notamment dans le projet avec Alex, où, tu sais, ce qu'on avait conclu, c'était que ce qui était équitable, c'était un modèle où on ne se tromperait pas plus dans certains groupes qu'ailleurs, par exemple. Donc, tu sais, on peut se définir ce genre d'idées-là, puis après ça, travailler là-dessus. Donc, c'est possible. Euh, mais il faut faire attention. Tu sais, c'est pas nécessairement vous qui devez décider ce qui est la bonne chose ou pas à faire. Vous devez trouver la bonne façon de le faire après puis de l'implémenter. Explorer les approches contrefactuelles qui peuvent être une solution, faire des corrections a posteriori, donc venir corriger un peu les résultats par après. Et puis, s'assurer de pouvoir fournir des explications appropriées. OK? Tu sais, si on prend une décision, ça peut être une bonne idée d'être capable de l'expliquer. Puis le fait de l'expliquer peut nous aider à s'assurer qu'elle a de l'allure aussi, donc que c'est une bonne décision. Ensuite, au niveau de l'évaluation, présenter clairement les métriques de performance et d'équité. OK? Puis spécifier les hypothèses et les limites. Puis j'insiste un peu là-dessus parce que, tu sais, dans certains cas, vous allez arriver tu sais, dans une entreprise où les gens n'ont pas conscience de ça. OK? Il y a encore beaucoup de personnes qui se disent, ah ben ça vient d'un modèle, donc c'est objectif, donc c'est équitable. OK? Il y a encore beaucoup cette façon-là de penser. Puis si vous venez juste de sortir de l'école, puis vous arrivez dans une entreprise où la façon de penser, c'est comme ça, ben vous n'arriverez pas à corriger ça tout d'un coup, mais vous faites vos analyses, vous présentez ces métriques-là, ben déjà, vous amenez une certaine prise de conscience de hey, regarde comment on se trompe plus dans ce groupe-là, dans ce sens-là que dans l'autre. Puis vous pouvez amener les décideurs à prendre conscience de ce genre de problème-là. Donc, vous pouvez jouer un rôle là-dedans, même si vous ne pouvez pas à la fin décider de ce qui est du bien puis du mal, parce que ça ne relève pas du rôle d'un programmeur ou d'un statisticien, mais vous pouvez quand même jouer un rôle par rapport à ça. Puis, tu sais, spécifier les hypothèses puis les limites de nos modèles. Donc, prendre le temps de les expliquer puis s'assurer que la personne qui décide si on y va ou pas avec ça, finalement, est consciente des limites du modèle. C'est pas tout le monde qui est conscient de ça. OK? Euh,
puis je vais revenir après ça. Ben, au niveau du déploiement puis de l'exploitation, ben, faire un suivi de ces métriques-là. Tu sais, si on a identifié des groupes à surveiller, des groupes qu'on trouvait plus vulnérables, ben, faire un suivi de ça. Euh, un autre élément très, très, très important, accompagner les utilisateurs finaux. OK? Puis ça, c'est très difficile à atteindre parce qu'on n'a souvent pas accès aux utilisateurs finaux quand on fait les modèles. Si vous êtes dans une petite entreprise, ça va bien, il est assis au bureau d'à côté, puis c'est correct. Dans une grande entreprise, l'utilisateur final, il est très loin de nous, puis on n'a souvent pas accès à ça. Mais accompagner les utilisateurs, leur faire comprendre les limites du modèle, c'est vraiment un bout qui est très important. Si le modèle est utilisé pour l'aide à la décision, il faut que la personne comprenne qu'il est là pour l'aider, pas pour prendre la décision à sa place. OK? Donc, il faut que ce soit un intrant dans sa réflexion. Puis si c'est un intrant dans sa réflexion, il faut qu'il comprenne ce qu'il y a en arrière de ça. Puis ce bout-là, il n'est pas si simple que ça parce que tu sais, je vous ai parlé tu sais, des différentes métriques tout à l'heure qu'on pouvait regarder. Puis je vous ai dit, ah, ben, tu sais, il y a des métriques qui conditionnent sur la valeur prédite, puis il y a des métriques qui conditionnent sur la valeur observée. OK? Fait qu'un taux de fausse découverte, puis un taux de faux positif, c'est pas la même chose. Puis dans la population en général, le nombre de personnes qui sont capables de faire la distinction entre ces choses-là, il n'y en a pas tant que ça. OK? J'ai donné le cours de stats pour ingénieur pendant plusieurs années. Puis à la fin, à l'examen final, ça fait peur de voir combien d'ingénieurs ne sont pas capables de distinguer une probabilité marginale, une probabilité conditionnelle. Puis, tu sais, donc tu sais, puis une probabilité conjointe, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas si facilement que ça saisi par tout le monde. Puis si vous vous dites, ben voyons, c'est facile, je vais encore vous rappeler d'aller lire Kant, puis après ça, d'en discuter avec un philosophe, OK? Donc, tu sais, il faut se mettre dans la peau de ces gens-là, puis vraiment leur expliquer ce qu'il y a en arrière de ça pour qu'ils comprennent les limites. Tu sais, si tu utilises un modèle d'aide à la décision, puis que tu sais que ton modèle, il a vraiment tendance à avoir plus de faux positifs dans un groupe que dans l'autre, tu le sais, puis ça fait aussi partie de l'information que tu as là, pour prendre ta décision. OK? Donc, ce morceau-là, il est super important. Ensuite de ça, ben, prévoir un processus de révision là, aussi, au cas où notre modèle se tromperait, parce que ça nous arrive de faire des modèles qui sont pas parfaits. Idéalement, ben, consulter les personnes compétentes en éthique, en sociologie, du domaine d'application. Tu sais, si vous arrivez dans une entreprise qui est super mature, vous allez même avoir un comité d'éthique pour discuter de ces choses-là. Ça va être super le fun. Sinon, ben, essayez de lire les articles que je vous ai, les choses que je vous ai recommandées, puis essayez quand même de faire votre bout, là. C'est pas parce qu'il n'y a pas un comité d'éthique dans une entreprise qu'on peut pas essayer de faire quelque chose, OK? Donc, ça ressemble à ça. Ah oui, aussi pour vous aider, OK, il y a le spectre du projet de loi C-27. Donc, si jamais vous avez un petit peu de difficulté à convaincre les gens qu'il faut regarder ça et que c'est important de s'en préoccuper, ben, il y a le projet de loi C-27 là, c'est un projet de loi fédéral. Et puis, dans cette loi-là, on viendrait tenir compte un peu de la notion d'équité dans les modèles. Donc, puis ben, il y a l'histoire du risque réputationnel, là. On n'a pas envie que ça sorte dans les médias, que notre modèle est discriminatoire. Euh, il y a des gens avec qui c'est tout ce qui fonctionne, OK? Il y a des gens pour qui juste l'idée de faire la chose correctement, ça suffit pas. Donc, tu sais, c'est le genre d'argument quand vous savez plus quoi faire que vous pouvez utiliser là, pour convaincre les gens de se préoccuper de cette question-là. C'est vraiment pas ma façon préférée de fonctionner, mais des fois, c'est tout ce qui fonctionne. Quelques pièges à éviter. OK, mais je pense que j'ai été assez claire là-dessus, le techno-solutionnisme. L'idée qu'on trouve une solution technique puis on a réglé le problème, là. Tu sais, on peut avoir des solutions techniques, mais c'est pas nécessairement ça qui règle le problème. Euh, L'autre piège que je vois souvent, c'est légal, donc c'est correct. OK, non, tu sais, c'est juste pas ça, là. On a toujours fait ça comme ça. Ça aussi, ça arrive souvent. Puis le dernier, ben, c'est de prendre son opinion pour une vérité. Mais là, je pense que je vous ai un petit peu convaincu aujourd'hui là, que il y a différents points de vue. Puis, tu sais, ils se tiennent tous ces points de vue-là. Fait que, tu sais, faut essayer, tu sais, de les regarder tous ensemble, puis sortir un peu. Puis je pense que c'est ça qui est difficile, là, de se détacher de son propre point de vue par rapport à une situation pour essayer de regarder différentes perspectives par rapport à ça.
C'est tout.